Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 12 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette édition, cette semaine, on va parler de toutes ces craintes autour des applications de traçage ici, mais aussi ailleurs dans le monde, avec le journaliste Jérôme Colombin. On va parler à une des organisatrices des prix Numix, ces prix qui célèbrent le meilleur du numérique au Québec et qui a dû se réinventer cette année, pandémie oblige. Sinon, mes collègues sont là. Yatirou Hébert qui va nous parler de IBM et de la reconnaissance faciale. Patrick White nous parle de polémique entourant Zoom. Stéphane Ricoul nous parle d'outils pour la relance économique. Et puis Jean-François Poulain nous parle de UX et de conversation. Juste avant de passer à tout ce monde-là, je prends un instant quand même pour saluer 5 auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Yves-Luc Guillemette de Gaspé. Salutations aux auditeurs de Gaspésie. Louis-Simon Corriveau, Robert Lisée, Camille Grange et Julie Arsenault. À vous 5, merci pour votre écoute. Et tiens, j'en profite, puisque j'ai votre attention, pour vous inviter à aller laisser une note à côté de mon carnet, peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, là, mon carnet. Allez donc laisser un petit commentaire ou une note concernant mon podcast, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se fient aux commentaires ou aux notes qu'on voit sur les applications, que ce soit Apple Podcast, mais aussi d'autres, là. Donc, qui se fient aux commentaires qui sont laissés pour écouter, pour se laisser convaincre d'écouter pour une toute première fois. Et puis, quelque part, vous allez nous aider à faire découvrir mon carnet aux gens qui ne connaissent pas. Alors voilà, si je peux vous demander une chose cette semaine, en plus d'écouter mon carnet, évidemment, c'est d'aller donc commenter ou au moins mettre une étoile, pas une, mais 5 ou 4, là, si vous êtes heureux. Une, là, vous envoyez-moi un message. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait pas votre bonheur. Mais donc, le plus d'étoiles possible pour montrer que vous êtes satisfait. Et puis, nous, ça nous fera plaisir parce qu'il y a plus de gens qui écouteront mon carnet se fiant à votre commentaire. Alors, sur ce, merci à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Dans le dossier de l'application de traçage pour contrer la prolifération du COVID au pays, Le Devoir a appris cette semaine que Ottawa avait dit non à l'application québécoise de traçage proposée par Yoshua Benjo et son équipe du MIA. Il semble que le gouvernement fédéral préfère ne pas recommander cette application de recherche de contact de personnes contaminées par le coronavirus pour une utilisation nationale. Et ce, en raison d'importantes questions soulevées par cet outil en matière de protection de la vie privée et de privatisation des données publiques. Ottawa aurait plutôt un faible pour un outil de suivi numérique moins intrusif mis au point par une équipe de bénévoles de l'entreprise d'Ottawa, Shopify. De son côté, Québec, dans le dossier, dit poursuivre sa réflexion, mais je vous rappelle qu'il y a 10 ou 12 projets qui ont été présentés au gouvernement du Québec, alors j'ai hâte de voir si l'un d'entre eux va être retenu. Et parlant d'application de traçage en France, il y a l'application officielle du gouvernement Stop COVID qui semble connaître un début plutôt difficile. En une semaine, 1,4 million d'applications ont été activées, soit 2% de la population française. En comparaison, l'application australienne, elle a été téléchargée par 8% de la population en 24 heures. Mais encore là, je vous rappelle que pour vraiment être efficace, selon les experts, ce type d'application doit être utilisé par au moins 60% de la population. Alors, on est loin du compte. Et dernier mot sur la COVID et les applications, je vous mentionne au passage que la nouvelle version de l'application Google Maps aide dorénavant ses utilisateurs à éviter les foules, alors avis aux intéressés.
Grosse nouvelle cette semaine dans le domaine de la reconnaissance faciale. Il y a Thierry Weber qui va revenir sur le sujet, mais je vais quand même faire un clin d'œil. D'abord, il y a IBM qui a annoncé officiellement cesser le développement de ces technologies de reconnaissance faciale. Puis l'autre nouvelle qui est importante dans le domaine de la reconnaissance faciale, c'est Amazon qui, de son côté, vient d'interdire aux forces policières qui utilisaient sa technologie de reconnaissance faciale de cesser de le faire pendant 1 an. L'outil aurait été utilisé dans le cadre des manifestations de la semaine dernière et Amazon n'apprécie pas tellement. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour ce qui est du droit de manifester pacifiquement dans les pays démocratiques. Mais de l'autre côté, j'ai de la difficulté à ne pas voir dans ces décisions une opération de relations publiques dans les deux cas. Le géant YouTube doit commencer à sentir un petit filet de souffle dans son cou. Il y a une étude qui vient de sortir au sujet des jeunes âgés entre 4 et 15 ans qui semblent passer moins de temps sur YouTube au profit de TikTok. En chiffres, ça veut dire que maintenant, les jeunes passent une moyenne de 85 minutes par jour sur YouTube et 80 minutes sur TikTok. Et avec plus de 2 milliards de téléchargements pour son application de TikTok, le temps passé ne va qu'augmenter dans les semaines et les mois à venir. Et parlant de TikTok, son plus grand concurrent, l'application Zyn, vient de prendre le bord dans le Google Play Store. L'application qui connaît du succès grâce à son approche de rémunérer ses utilisateurs, l'application a été retirée tout simplement de la boutique de Google Play Store. La raison, elle est accusée de plagiat. Il semble que pour rendre son application plus attrayante, pour rajouter du contenu à regarder, Zyn aurait carrément fait des copies de comptes et copié des vidéos qui étaient présents sur TikTok. Le problème, c'est que les créateurs de ces comptes-là n'ont jamais donné leur accord. Zyn dit aujourd'hui discuter avec Google pour trouver une solution. Ça fait drôle à dire, mais il y a des gens qui tweetent des articles sans les avoir lus. Mieux encore, il y a des gens qui retweetent des articles qui ont déjà été tweetés sans les avoir lus. Et il semble que le phénomène soit important sur Twitter, répandu au point où Twitter va maintenant encourager ses utilisateurs à lire les articles avant de les partager quand même. C'est une mesure de plus chez Twitter pour contrer la désinformation et pour s'assurer qu'à 5 mois des élections présidentielles américaines, les gens fassent attention à ce qu'ils publient sur les réseaux. Petite information dans le domaine de la vidéoconférence. Maintenant, il y a Google Meet qui vient d'ajouter quelques nouvelles fonctionnalités à son service et celle qui s'entend probablement le plus ou le moins, c'est selon, c'est probablement cette nouvelle approche de l'audio qui propose de supprimer les bruits ambiants, un genre de filtrage intelligent des distractions en arrière-plan. Ça fait un moment que Google travaillait là-dessus, mais l'utilisation accrue des outils de vidéoconférence ces derniers mois, ça a fait en sorte que les équipes de Google ont fait plus vite pour sortir cette nouvelle fonction. D'ailleurs, les abonnés du service G Suite et G Suite pour éducation peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité. Pour ceux qui utilisent la version gratuite de Google Meet, ça sera disponible à partir de la fin du mois. Pour vous donner une idée de l'expérience, ça veut dire que normalement, vous n'entendrez plus que la voix de la personne qui est devant vous à l'écran. S'il déplace du papier sur un bureau ou s'il y a quelqu'un qui parle un peu plus loin, vous n'entendrez rien. Et fait intéressant pour développer ce filtre, les équipes de Google ont analysé des milliers de vidéos sur YouTube et ont utilisé leur propre rencontre en vidéoconférence pour définir les sons à garder et ceux à faire disparaître. Résultat, ça donne une intelligence artificielle qui a appris et qui est maintenant capable d'analyser en temps réel la scène et définir les bruits qui sont ambiants et les bruits qui sont importants. Un
un mot sur Apple qui lance un programme d'échange pour ses ordinateurs sur le même principe que son programme d'échange de téléphone. Le programme qui va commencer seulement au Canada et aux États-Unis va se passer directement en boutique, donc dans les Apple Store. Selon Bloomberg qui a sorti la nouvelle, le nouveau programme d'échange de Mac débutera le 15 juin aux États-Unis et le 18 juin au Canada. Et avec ce programme, les clients d'Apple pourront échanger leur vieux Mac pour un crédit à utiliser sur l'achat d'un nouvel ordinateur Apple, ou sinon ils pourront obtenir la valeur du crédit en carte cadeau Apple. Et parlant d'Apple, la société américaine met un terme officiellement au service iBooks Author et iTunes U. Le logiciel de création des livres numériques lancé en 2012 n'aura plus droit à des mises à jour et il sera retiré carrément du Mac App Store le 1er juillet. Et il faudra utiliser le logiciel Page pour faire des livres numériques. Pour ce qui est du service iTunes U, un service qui est réservé aux enseignants et aux élèves, c'est également la fin. Et Apple invite cette fois les utilisateurs à plutôt utiliser les outils intégrés dans ses applications en classe et pour l'école qui ont été, elles, mis à jour le mois dernier. Et je termine avec cette petite information qui nous arrive de Chine. Le gouvernement chinois vient de sanctionner le réseau social Weibo pour entrave à la communication. Le réseau, qu'on peut qualifier de Twitter chinois, devra mettre certaines de ses fonctions sur pause pendant une semaine. C'est le bureau de l'administration du cyberespace de Chine, l'organe qui contrôle, qui régit le web chinois, qui a ordonné à Weibo de cesser de mettre à jour ses listes indiquant les termes de recherche les plus populaires et les sujets discutés sur sa plateforme pendant une semaine. Mais bon, les 486 millions d'utilisateurs de Weibo vont quand même pouvoir échanger entre eux pendant cette semaine de punition. Et pourquoi cette punition? Parce que selon les autorités, Weibo n'aurait pas respecté les règles du Parti communiste chinois qui leur aurait diffusé des informations illégales ou censuré les mauvais messages. Mais sinon, on n'en sait pas vraiment plus que ça. Vous avez peut-être remarqué comme moi que le dossier des applications de traçage de la COVID-19 fait beaucoup parler. Ici, mais aussi ailleurs également. C'est en lisant le blog de mon ami journaliste français Jérôme Colombin qu'on peut entendre sur France Info. Son blog, c'est Attitude Techno, que j'ai vu une très intéressante piste de réflexion sur le sujet. Et si les applications de traçage révélaient dans le fond nos peurs envers le numérique? Intéressant, hein? Alors, pour en parler, pour approfondir la question, on joint à l'instant Jérôme Colombin à Paris. Salut Jérôme! Bonjour Bruno. Hey Jérôme, tu as signé sur ton blog, et ça a été repris aussi sur Medium, un article qui s'intitule « Stop COVID révèle nos peurs face au numérique ». On dit « Stop COVID », mais dans le fond, c'est les applications de traquage, c'est symptomatique. Tu viens vraiment de cerner le bobo, là. Tu viens vraiment d'identifier tout ce que représente Stop COVID aux yeux des gens. Oui, moi j'ai vu, évidemment surtout en France, que cette application soulevait beaucoup d'interrogations, mais ça allait au-delà des interrogations légitimes. C'était véritablement l'expression de crainte, voire de peur très forte. Alors, les interrogations sont encore une fois tout à fait légitimes, justifiées. Mais je pense que les peurs vont au-delà de l'application elle-même et c'est vraiment une espèce de peur du numérique aujourd'hui, d'une manière assez large, qui est en train de ressortir. Alors une peur qui a sans doute plusieurs explications, hein, mais c'est vrai que c'est drôle parce que le numérique a longtemps été perçu comme un élément de progrès, de confort, d'amélioration du quotidien, etc. Et aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, eh bien, c'est plutôt... malheureusement, je dirais synonyme d'asservissement potentiel en tout cas. Ouais. C'est pas votre secrétaire d'État délégué au numérique la semaine dernière qui disait que les gens ont peur de la technologie ou du numérique? Oui, il a dit texto que le progrès n'avait plus bonne presse. Et c'est exactement ça. C'est terrible parce qu'on a une sorte d'inversement des valeurs. Le progrès, normalement, c'est pour rendre la vie meilleure. Et là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus noir, de beaucoup plus sombre. Alors, et ce qui est fou, c'est que paradoxalement, ça se produit, cette espèce de prise de conscience, enfin, d'expression de peur, à propos d'une application qui, franchement, en ce qui nous concerne,
et ça je l'ai dit plusieurs fois sur mon antenne, etc., est sans doute l'application mais la plus inoffensive qui soit, parce qu'elle a été vérifiée par toutes les instances juridiques, informatiques, chez nous, la CNIL, le Conseil du numérique, l'Agence de sécurité des systèmes d'information du gouvernement. Elle a été auditée par des hackers, par une société de sécurité informatique, etc. Et je pense qu'aucune appli dans nos smartphones n'atteint un tel niveau d'éthique. Et paradoxalement, c'est celle que beaucoup de gens ont le plus peur d'installer. Ils installent Facebook, WhatsApp, TikTok, etc., mais ils ne veulent pas installer Stop Covid. Ouais. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est parce qu'il y a un lien avec le gouvernement et c'est ça qui est un peu le talon d'Achille de cette application-là? Absolument. C'est parce qu'il y a un lien avec le gouvernement. Et du coup, et c'est assez paradoxal parce que, je veux dire, dans nos pays démocratiques où il y a beaucoup de débats, où il y a beaucoup de contrôle par toutes sortes d'instances, le fait que ça émane du gouvernement devrait être en fait une forme de garantie de la protection de nos libertés. Mais il y a alors une espèce de fond de peur à l'égard des pouvoirs étatiques qui est peut-être nécessaire, hein, quelque part. Il faut garder une vigilance. Il faut toujours garder une vigilance par rapport à tout ce qui peut être sécuritaire et émanant des États. Mais c'est étonnant parce qu'en plus, en France, où on a quand même en général plus confiance dans l'État que dans les entreprises privées, que dans les GAFA par exemple, eh bien, malgré tout, oui, c'est cette appli, parce qu'elle est gouvernementale, qu'elle se retrouve un peu dans l'œil du cyclone. Oui, mais il y a aussi le fait que, disons que la politique aide pas, parce que je regarde les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs qui est cité dans ton article, en guillemets, il s'amuse un peu avec l'affaire et il nourrit la bête en disant que lui, il a des craintes là-dessus, là. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, c'est devenu une affaire politique puisque c'est une application qui est poussée par le gouvernement. Donc, c'est un peu comme un référendum. C'est vrai que c'est pas tant l'application elle-même que le fait qu'elle soit proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, tous les gens qui sont contre ce gouvernement vont s'opposer par principe. Mais moi, je vois autour de moi beaucoup de gens qui sont pas forcément anti-Macron. Je leur demande s'ils ont installé l'application Stop Covid et ils me disent non, moi, je l'ai pas installée. Et l'un des arguments qui sort le plus, ce sont des fake news qui ont circulé sur Facebook, et notamment sur Facebook ou ailleurs, et notamment, en effet, qui non seulement étaient des fausses nouvelles, qui ont été reprises, y compris par des responsables politiques. Oui, Jean-Luc Mélenchon, à la tribune de l'Assemblée, il a fait allusion à une fake news, hein, le fait que l'application Stop Covid pouvait aspirer tous les contacts du carnet d'adresses. Et ça, c'est complètement faux. Mais moi, j'ai des amis autour de moi qui ne sont pas en plus sous-informés et qui m'ont ressorti ça également. Donc là, c'est complètement surprenant. Et si c'était pas assez, je reviens sur la crainte du numérique, des technologies, parce que c'est un sujet qui est populaire, hein. Je regardais sur ton blog, en 30 mai, tu écrivais un autre article sur arrêter d'avoir peur des robots. Mais c'est quoi? C'est en France, il y a vraiment une crainte absolue, là. Je pense qu'en France, on est moins gadgetophile qu'en Asie ou même aux États-Unis. Tout ce qui est un peu technique, nouveau, moderne, en France, on l'a constaté au fil des années, on commence toujours par dire non. Et puis ensuite, on adopte. Et moi, ça fait 30 ans que je suis le numérique et je l'ai vécu à toutes les étapes. Hein. L'arrivée d'Internet, on a commencé par dire non. Et puis évidemment, aujourd'hui, tout le monde ou presque y est et le demande. Pareil pour les smartphones, pareil pour des tas de choses. Là, en ce moment, c'est les assistants vocaux. Alors oui, beaucoup de gens disent non. Mais en même temps, il y en a de plus en plus qui commencent à en acheter, etc. Oui, ça, c'est très français, hein. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de manche tout ça. C'est important, c'est important de prendre en compte, d'écouter, d'entendre toutes ces peurs. Et je pense que les politiques devraient y prêter plus d'attention, ne pas relayer ces peurs, mais en revanche, et ne pas les entretenir non plus, parce que souvent on les entretient et puis on dit aux gens, quand un homme politique va dans une usine, il dit mais moi je vais défendre vos emplois contre les robots. C'est faux. Les robots vont supprimer des postes dans les usines et dans les entreprises, c'est évident. Mais il faut épouser cette révolution et pas se braquer contre. Il y a d'autres choses derrière qui sont très positives.
Jérôme, en terminant, pour quelqu'un qui, justement, fait son pain et son beurre sur le fait de parler des technologies, de les mettre en contexte et de trouver le bon et le mauvais des choses, comment c'est dans ce contexte-là, quand tu sens, écoute, article après article, tu parles de la peur des Français, comment ça change ton travail, toi? Oui, c'est une très bonne question. En effet, moi, ça m'impacte parce que j'essaye d'adapter un peu mon discours et je suis peut-être aujourd'hui plus prudent que je ne l'étais à une certaine époque. Il y a quelques années, quand on parlait de numérique, il fallait que ce soit youpi badaboum, que ce soit amusant, que ce soit fun, ça faisait rêver, etc. Maintenant, c'est rentré dans la vie des gens. Encore une fois, on en voit les bénéfices, mais on en voit aussi les inconvénients. Donc, il faut prendre en compte. J'essaye de prendre en compte toutes ces craintes éventuelles, tout le côté sombre des technologies, mais je ne veux pas noircir le tableau à outrance. Parce que moi, en plus, je travaille sur des médias grand public, donc je m'adresse à des gens qui ne sont pas informés de manière très, très pointue. Et si je me contentais de ne focaliser que sur ce qui va mal, je pense que ce serait très anxiogène et ce serait une déformation de la vérité. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de traiter ces sujets-là en essayant de ménager la chèvre et le chou, et à la fois de ne pas occulter les problèmes, de voir les vrais sujets qui peuvent se poser, mais aussi de toujours garder une vision, je l'espère, assez positive. Et de là, ta pertinence. Jérôme Colombin, journaliste France Info, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup, Bruno. La semaine qui vient, ce sera la grande fête des prix Numix, les prix qui reconnaissent le savoir-faire québécois dans le domaine du numérique. Et cette année, Pandémie oblige, on a revu la formule. Alors, pour parler de l'événement, de l'importance des prix Numix, on joint Geneviève Roy, directrice de production du gala. Bonjour Geneviève Roy. Bonjour. D'abord, le rôle des prix Numix, qu'est-ce que c'est exactement? Les prix Numix, donc on est à notre 11e édition, c'est le concours d'excellence de la créativité numérique. Donc, ça permet de faire rayonner les projets et les producteurs en créativité numérique, en contenu numérique partout au Québec. Quand je parle des prix Numix, moi, j'aime bien dire que dans le fond, c'est le moment de l'année où les gens de l'industrie soulignent l'excellence, les gens qui vont plus loin, qui se réinventent. Puis là, c'est à votre tour de vous réinventer. À défaut de remettre l'événement, vous avez dû repenser à la formule. Bien exactement. La réinventer, oui, mais surtout la transformer. Donc, parce que l'essence même du concours, de faire rayonner les projets, demeure, mais de le transformer pour aller encore à la rencontre des gens. On a même une chance d'avoir une plus grande audience. Donc, c'est quand même un concours qui est niché. Et là, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir y avoir accès parce que ça va être disponible sur Facebook. Mais autant nos partenaires, nos collaborateurs, nos producteurs auront quand même la chance de rayonner. D'habitude, le gala du Numix, c'était un gros événement. Ça se passait un soir. On en entendait, quand on n'était pas dans la salle, on entendait parler sur les réseaux sociaux. Mais là, vous avez décidé de faire ça sur 4 soirs, du 15 au 18 juin. Pourquoi? Parce que c'est une proposition en ligne. 22 prix sont à remettre cette année. Donc, il aurait fallu au moins 1h30, un peu plus, pour le remettre. L'attention de la plupart des gens, moi la première, ne me permet pas d'être attentive et puis d'apprécier l'expérience après 1h30 sur les écrans comme ça. Donc, on est allé vraiment, comme les Numix, le son dynamique et puis diversifié. Donc, 4 petits épisodes de 20 minutes qui seront proposés. On va aller à la rencontre, justement, de différentes 5 à 6 catégories à chaque soir. Donc, ça se veut pour un bon rythme et que ça soit dynamique. C'est la décision qui a été. Et vous disiez que l'événement donc va être diffusé sur Facebook. Ça veut dire que si on manque un soir, on peut le rattraper et regarder les autres en direct. Oui, et le choix a été fait d'y aller où est-ce que la plupart des gens sont, donc sur Facebook, parce qu'on a pensé au début y aller sur des plateformes plus, que ce soit Twitch ou que le Commun des Mortels vont moins souvent, où il y aurait eu un frein à y aller. Donc, on est allé sur le Facebook et surtout, après, c'est que c'est partageable. On le manque ou si on veut même le réécouter 2 fois, on veut le partager, ça sera facile. Donc, l'accessibilité a été un choix de premier ordre.
Oui, puis comme vous le disiez, c'est la belle occasion, ce qui n'est pas nécessairement le cas des éditions précédentes, de faire rayonner les productions québécoises auprès du public en général. Parce que d'habitude, mis à part la célébration, ça reste quand même dans les gens de l'industrie. Là, tout le monde va pouvoir le voir. Bien, exactement. Donc, ça nous permet tellement une belle vitrine de ce qu'on fait au Québec. Des projets, des fois, qui sont, oui, dans un certain musée, peut-être à Montréal ou en région, donc c'est difficile d'accessibilité. Là, ça va être possible de les découvrir. Et monsieur et madame, tout le monde vont pouvoir y aller. Et aussi, souvent, les équipes, pour créer un projet d'envergure, juste au Numix, des fois, sont 14, 12, 15 à monter sa scène. Ça ne fit pas dans le cadre photo. Donc, j'imagine que il y a beaucoup plus de gens dans les équipes qui existent, alors ils vont tous pouvoir l'apprécier à partir de la maison. Geneviève Roy, vous avez dit que c'était sur Facebook, mais exactement, ça va être où? Sur quelle page? Principalement sur la page Numix, mais également en co-diffusion avec certains de nos partenaires pour augmenter justement l'audience. Donc, à chaque jour, on propose un nouvel endroit pour nous découvrir. On va commencer ça avec TV5 Créateurs en série, pour poursuivre sur le Fonds des médias du Canada, sur RTV et puis sur Bell Média. Ben, ça sera difficile de ne pas vous voir Exactement. Du 15 au 18 le soir. C'est à quelle heure? En fait, c'est à 16h. Ben, Geneviève Roy, directrice de production du Gala des prix Numix, qu'on pourra suivre en ligne sur Facebook dès 16h du 15 au 18 juin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne semaine de Numix. Merci. C'est maintenant le temps d'écouter mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui s'intéresse à la décision de IBM de cesser la recherche en reconnaissance faciale. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Mais pourquoi IBM a-t-il décidé d'arrêter de développer la reconnaissance faciale ? IBM a annoncé lundi mettre fin au développement de ces technologies de reconnaissance faciale. Dans une lettre au Congrès américain, le PDG de l'entreprise affirme que cette technologie pose beaucoup trop de problèmes pour être utilisée par les forces de l'ordre. La mort de George Floyd a joué un rôle dans cette décision. Les technologies de reconnaissance faciale sont de plus en plus nombreuses, mais elles ne sont pas toutes fiables. C'est une décision ferme de la part d'un vétéran de l'informatique comme IBM. La firme américaine a annoncé par l'intermédiaire de son PDG Arvind Krishna qu'elle ne vendrait plus ni ne développerait dans le futur proche des systèmes de reconnaissance faciale. Une annonce faite sur un fond de manifestation aux États-Unis contre le racisme et les violences policières et qui a pris la forme d'une lettre adressée directement au Congrès américain. Je cite, « IBM s'oppose fermement et elle ne fermera pas les yeux à l'utilisation de technologies incluant la reconnaissance faciale pour la surveillance de masse, le contrôle aux faciès, les violations des droits et des libertés humaines. » Fin de citation. L'entreprise appelle même à l'ouverture d'un dialogue national sur comment la technologie de reconnaissance faciale peut être utilisée par les forces de l'ordre et si elle doit l'être. Selon son PDG qui déclare au Congrès vouloir travailler avec ses membres pour la justice et l'équité raciale, les morts tragiques et horribles de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et bien d'autres nous rappellent que le combat contre le racisme est bien plus urgent que jamais. Des systèmes pas fiables à 100%. Et oui, IBM regrette ainsi le fait que les forces de l'ordre l'utilisent lorsqu'elles se servent de ces technologies, des outils qui ne sont pas fiables à 100%. De nombreuses études ont en effet montré que la reconnaissance faciale présentait des biais liés à l'âge, au genre et à la couleur du visage présenté. Ainsi, en 2018, l'étude Gender Shades avait montré que l'acuité de la reconnaissance faciale variait de presque de 30% entre un homme blanc et une femme noire. Dans les systèmes créés par IBM, un homme blanc était reconnu à 99,7%, une femme noire à seulement 65,3%. L'analyse des erreurs d'un autre système, celui de Microsoft, montrait que 93,6% des erreurs de reconnaissance faciale concernaient des personnes non blanches. En 2019, c'est une étude fédérale menée par l'Institut national des standards et des technologies américaines, le NIST, qui aboutissait au même constat. Les membres de certains groupes pouvaient donner lieu à des erreurs d'identification 100 fois plus souvent que d'autres.
L'an dernier, IBM avait tenté de pallier ce problème en créant une très vaste base de données prenant en charge la diversité des visages à partir d'1 million de visages trouvés dans une banque d'images en accès libre. Souvenez-vous, la fameuse histoire du site Flickr. Mais là encore, ça n'a pas suffi. Pour IBM, les vendeurs et les utilisateurs des systèmes d'intelligence artificielle ont une responsabilité partagée pour s'assurer que l'intelligence artificielle est testée pour identifier des biais et que ces tests font l'objet d'audits et de rapports. Alors que d'autres entreprises, et notamment Amazon, continuent à vendre des services de reconnaissance faciale imparfaits, le patron d'IBM appelle notamment à ce que les policiers portent plus de caméras piétons, mais que celles-ci n'utilisent plus de reconnaissance faciale. Selon Arvind Krishna, nous devons investir dans des technologies qui aident à atténuer la fracture numérique, pas des technologies qui créent un système de surveillance qui exacerbe les abus de la police et le racisme structurel. Fin de la citation. Avec cet exemple, celui d'IBM, le premier, espérons que d'autres suivront dans cette logique évidente. Allez, à très bientôt si c'est pas avant. Patrick White nous propose une réflexion sur l'outil de vidéoconférence Zoom à la lumière de son actualité la plus récente. J'aimerais vous parler de l'application Zoom cette semaine, cette application qui permet, depuis le début de la pandémie, mais ça existait bien avant, évidemment, Zoom, ce qui permet de faire des vidéoconférences à des centaines de personnes de façon assez conviviale. Zoom qui a annoncé dans les dernières semaines avoir fait des profits depuis le 12 mars, depuis le début de la pandémie. Évidemment, c'est très, très utilisé, pas uniquement dans les universités, mais dans beaucoup de bureaux, évidemment, et ça fait concurrence à Google Meet, Google Hangout, Messenger Video, Teams de Microsoft et bien d'autres services, évidemment. Alors, Zoom est accusé de censure, mais d'un grave cas de censure cette semaine, d'avoir fermé le compte d'un activiste chinois qui vit aux États-Unis, qui est basé aux États-Unis, alors qu'il organisait une conférence avec près de 200 personnes uniquement pour souligner les 31 ans du massacre de la place Tiananmen à Pékin, en Chine, un massacre d'étudiants qui contestaient la dictature et la direction autoritaire du pays, qui demeure par ailleurs pire que jamais en Chine aujourd'hui, une des pires dictatures numériques également sur la planète, avec le contrôle des citoyens via la reconnaissance faciale, un score social basé sur leurs activités dans la vie. On empêche même des dizaines de millions de personnes de voyager en fonction de ça. Et ce qui arrive avec Zoom, c'est très, très grave. Ça nous montre vraiment qu'il faut y penser 2 fois avant d'utiliser Zoom au sein de son entreprise. Déjà beaucoup de questionnements sur la sécurité du réseau, et là que la Chine ait pu permettre la fermeture d'un compte d'un citoyen qui est aux États-Unis et qui organise une simple conférence de commémoration pour parler d'un événement international qui est reconnu partout dans le monde, le mouvement pro-démocratie de la place Tiananmen de juin 1989. Donc on empêche la discussion libre. On a recréé le compte du citoyen Xu Fengguo, qui est le fondateur d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle Humanitarian China. C'est un ancien étudiant également qui a participé aux protestations de la place Tiananmen à Pékin en juin 1989. Il a organisé tout simplement le 31 mai une conférence payante pour trouver des fonds pour son organisme, pour se financer. Il y a 250 personnes qui étaient sur l'appel, entre autres des mères des étudiants assassinés par l'armée chinoise lors de cette opération militaire-là de 1989, des organisateurs de Hong Kong qui étaient là. À Hong Kong également, on n'a pas autorisé les manifestations publiques, qui étaient vraiment des vigiles avec des petites lumières sur les téléphones ou des chandelles. Donc ça montre vraiment que Zoom est capable de fermer des comptes pour des raisons de censure. On dit que ça s'est fait à la demande de la Chine, mais la personne dont le compte a été suspendu est aux États-Unis et a la citoyenneté américaine. C'est un activiste
pro-démocratie. Et vraiment, on dit qu'il y a un autre compte qui a été fermé également de Liu Chongyang, un autre politicien à Hong Kong, un ancien politicien de Hong Kong, un activiste pro-démocratie. Donc, la Chine qui n'accepte pas la démocratie, même pas aux États-Unis. Il y a beaucoup de frustration d'un peu partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, sur ce qui est arrivé. Donc, les activistes pro-démocratie chinois et les dissidents qui font face à du harcèlement, de la surveillance au-delà de la Chine. Il y a beaucoup de cas à Montréal, au Canada, et énormément aux États-Unis. La Chine extraterritoriale, elle prétend vraiment avoir des prétentions sur ce qui se passe à l'extérieur de son pays. Et là, évidemment, il y a des gens qui vont vouloir enquêter là-dessus. Zoom, je le rappelle, avait 10 millions d'abonnés il y a quelques mois. Maintenant, c'est 300 millions d'abonnés. Une croissance météorite qui évidemment fait peur à la Chine, et les liens de Zoom avec la Chine également qui devront être enquêtés. Dans les derniers mois, on a su qu'il y a des appels Zoom qui avaient été reroutés accidentellement, entre guillemets, vers des serveurs informatiques en Chine. Il y a le Citizen Lab de l'Université de Toronto qui est très, très inquiet sur les protocoles de sécurité et de cybersécurité de Zoom. Il y a beaucoup d'employés de Zoom qui sont en Chine, qui pourraient évidemment subir des pressions de l'autorité dictatoriale de la Chine. Le gouvernement Taïwan qui a banni officiellement l'usage de Zoom. Dans beaucoup d'universités américaines, c'est interdit. Maintenant, c'est interdit au Sénat américain et au ministère allemand des Affaires étrangères. Donc, le PDG de Zoom, au début juin, qui a dit qu'on allait encrypter le plus possible ces appels-là vidéo. Beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Je partage ces inquiétudes-là sur la question des liens de Zoom avec la Chine et la censure qui s'opère à l'extérieur de la Chine sur Zoom auprès de citoyens comme vous et moi. Stéphane Ricoul nous parle de la tokenisation de l'économie pour une reprise économique. Il y a à peu près 8 ans, au nom de mon employeur de l'époque, je donnais une conférence sur le numérique et le domaine de l'alimentation. Je passais en revue les technologies présentes dans ce domaine, les technologies émergentes, et même quelques-unes un peu loufoques, si je peux m'exprimer ainsi. Mais au-delà de la technologie, un autre aspect m'intéressait et faisait partie intégrante de cette présentation. Cet aspect portait sur l'innovation en matière de modèle d'affaires, affranchi de toute notion technologique. L'exemple que je donnais à l'époque portait sur un restaurant qui s'appelait Credibles. J'en parle à l'imparfait car j'ignore complètement s'il existe encore. Le modèle d'affaires qu'ils avaient mis en place privilégiait l'achat et la production locale et consistait à mettre à disposition de sa clientèle une monnaie virtuelle éponyme. Vous achetiez pour $100 et vous obteniez en échange 120 Credibles que vous pouviez dépenser dans leur restaurant. En échange, ils s'engageaient à n'acheter que de la nourriture locale. L'effet était double. 1. Vous vous assuriez de manger local. 2. Avec votre $100, ils se bâtissaient un fonds de roulement intéressant leur permettant d'investir dans leur chaîne de production locale. À l'époque, le New York Times avait titré que c'était un nouveau modèle d'investissement à l'intersection des mouvements entre le slow food et le slow money. Ce qui m'intéressait, et m'intéresse toujours d'ailleurs, c'était cette innovation non liée à la technologie, basée sur une monnaie virtuelle non liée à la technologie. Nous sommes en 2020, 8 ans plus tard, dans un contexte de crise économique pour les raisons que l'on connaît, et la ville de Québec a lancé une monnaie aujourd'hui pour encourager l'achat chez les marchands locaux. L'histoire se répète. Régis Labaume, le maire de Québec, appelle cela le dollar solidaire. Et les transactions se passent à travers la plateforme La Ruche. Et il semblerait que ce soit un succès total. Maintenant, si nous prenions ce principe pour l'amener à un autre niveau,
en utilisant le numérique, en se basant sur la notion de plateforme, que serait un dollar solidaire virtuel. Et si on appliquait cette logique au monde des affaires, à quoi ressemblerait un dollar solidaire virtuel manufacturier? Un dollar solidaire virtuel transport, un dollar solidaire virtuel service professionnel. Name it, allez-y, vous pouvez compléter la liste. Après tout, Facebook veut bien créer le Libra, et certains pays songent sérieusement à créer leur propre crypto-monnaie. Prenons l'exemple de la Turquie, qui souhaite depuis 2015 lancer sa propre monnaie virtuelle, certes, pour lutter contre le blanchiment, donc pas particulièrement solidaire, ou encore l'Estonie, qui elle est allée assez loin dans la création de l'Estcoin, mais qui s'est vu barrer la route par la Banque Centrale Européenne pour cause de clauses de non-compétition. La Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela, etc. Beaucoup de candidats, aucun résultat, du moins aujourd'hui. Reste que l'idée de la tokenisation de l'économie fait son petit bout de chemin. Dans un contexte où l'économie mondiale est mise à mal, où la solidarité devient d'une importance cruciale, y aurait-il pas moyen de créer une économie parallèle, en bonne santé, dont la valeur est temporairement accrue face aux devises régulières, et que l'on pourrait contrôler via une blockchain, et j'entends par contrôler l'encadrement de son usage, de son volume et de sa durée. Je laisse les pros de la blockchain y répondre, je laisse les pros de la finance y apporter leur point de vue, mais je me dis que finalement, les crypto-monnaies si bien utilisées peuvent avoir un impact positif sur notre société. Après tout, si la Suisse elle-même a le goût de devenir une crypto-nation, pourquoi pas nous, au moins temporairement? C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, on poursuit dans le UX et la voix, mais là, ce qui t'intéresse cette semaine, c'est l'interface conversationnelle. Exactement. Mais en fait, je le prendrais de l'autre bord. Moi, je te dirais, quand on parle de conversation, quand on est une marque ou on est une entreprise, la conversation, ça peut se créer sur deux façons. Ça peut être vraiment une conversation vocale, ça peut être les téléphonistes, tout le système d'appel, ça peut être les interfaces Amazon et Google Home qu'on connaît dans nos maisons. Et évidemment, comme les dernières années, on a vu ça apparaître beaucoup, les chatbots qu'on voit dans la page web qui supportent le support à la clientèle ou la vente ou le e-commerce que tu as dans ton site. Donc, tout ça, pour moi, c'est le grand dossier de la conversation. Puis, cette semaine, je parle avec Charlotte Guessman, qui est UX, qui travaille avec la compagnie Automate.ai. Et en plus, elle a fait son mémoire de maîtrise sur le sujet de la marque en lien, comment articuler la marque face au conversationnel. Est-ce que c'est plus chatbot ou est-ce que c'est plus interface vocale? Donc, elle a travaillé sur tous ces aspects-là et maintenant, elle travaille chez Automate.ai. Elle est nouvelle dans l'industrie, mais elle a une très, très belle perspective à partager avec nous. On va aller écouter ça immédiatement. Merci pour cette rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno, à la semaine prochaine. Le UX, c'est vrai que j'y pensais pas tant que ça au début. C'est vraiment quand je travaillais en digital media, c'était absolument pas un sujet que je connaissais puis qui était vraiment flou pour moi. Puis quand j'ai commencé ma maîtrise, c'était vraiment, c'est peut-être un peu stéréotype, mais c'était une prof qui nous a donné un cours sur le UX, puis où on devait faire comme travailler sur des projets dans le cadre de tout ce qui était design thinking et utiliser des sprints de design. Puis là, je suis comme tombée en amour avec elle, que j'ai trouvé absolument géniale. Puis par la suite, donc la directrice, une des co-directrices de mon programme, était aussi très spécialisée en UX. Puis j'ai voulu partir avec elle pour faire mon mémoire, donc mon mémoire de fin de maîtrise. Et c'est là où on a commencé à parler, etc., sur tout ce qui était UX. Elle avait déjà commencé un peu des recherches très spécialisées sur tout ce qui était les interfaces vocales, donc les bots vocaux. Puis c'était là en discussion et en recherche qu'on est arrivé à peut-être essayer de partir sur les deux aussi pour comprendre non seulement l'interface vocale mais les chats, comment elles se comportent les deux, si elles sont complémentaires ou si justement chacune a des objectifs très différents dans un segment très spécifique qui était l'engagement des marques avec les utilisateurs, puisqu'il y avait beaucoup de recherches qui avaient été faites sur l'engagement de manière générale
des utilisateurs avec des marques, mais pas forcément avec ces deux outils-là. Mais c'est intéressant parce que tu ramènes une notion qui est soulevée souvent dernièrement aussi, c'est on parle de conversation at large, donc on parle de conversation, et donc là-dedans on inclut de plus en plus tout ce qui est conversationnel où je tape sur mon clavier pour avoir de l'information en mode conversation sur un site, mais il y a aussi de plus en plus maintenant avec les Google Home et les Alexa de ce monde, le vrai conversationnel en mode verbal, là. Donc toi tu as fait quelque chose qui se demandait dans ta maîtrise, c'est quoi la complémentarité entre ça et un service téléphonique ou un site web finalement? Ouais, c'est exactement ça. Puis c'était vraiment axé que sur la conversation en tant que telle, puisque c'était les centres d'appel où l'utilisateur va appeler quelqu'un, clavarder, par exemple comme avec Fido, j'ai un problème avec ma ligne téléphonique, ou demander des FAQ, puisque ça c'est très très utilisé dans tout ce qui est chatbot. Et là, c'était des interfaces vocales qu'on a, on peut avoir une conversation, il n'y a pas de limite finalement, c'est vraiment l'utilisateur qui est complètement un peu livré à lui-même entre guillemets avec cette interface, puisqu'on va pas le guider dessus. Puis il peut beaucoup engager avec la marque, avoir beaucoup d'informations et du coup avoir une vraie conversation. Oui, parce que c'est quand même une différence notable que de dire toi, l'utilisateur, va sur mon site et je vais essayer de te diriger vers ce qui t'intéresse par rapport à une conversation où je vais te poser des questions et je vais vraiment comprendre en mode conversationnel qu'est-ce que tu veux de la marque puis comment je peux t'engager plus en avant. On prend quand même encore des risques énormes à juste lancer les gens sur un site web, là. Oui, donc clairement. Puis après, c'est vrai que je pense que les deux sont relativement complémentaires puisque souvent l'utilisateur, on l'aide puis on enlève comme des pain points en lui proposant un choix de réponses possibles puis en essayant de l'amener. Donc dans tout ce qui est un peu de chat conversationnel, puisque oui, il a moins le choix sur ce point. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il ait la meilleure expérience possible, puis surtout de la manière la plus personnalisée. Puis c'est aussi ce qu'on a un peu plus sur les interfaces vocales. Si tu as à rencontrer une entreprise demain, quelles sont les bases de la démarche qu'on entreprend avec l'entreprise pour leur faire comprendre que on parle pas d'un site web, on parle d'une conversation, ce qui veut dire qu'ils doivent réorganiser leur contenu. Comment tu vois ça? Je pense que la différence qui est vraiment importante, c'est que la marque, aujourd'hui, c'est encore souvent le cas, va communiquer avec les différents utilisateurs en communiquant aux utilisateurs ou en communiquant pour les utilisateurs. Avec la conversation, on essaye vraiment d'avoir une communication avec les internautes ou entre la marque et les internautes, puis c'est ça qu'on essaye du coup de faire avec ces différentes interfaces vocales. Donc on essaye de comprendre, donc la personnalisation est très importante là, puisqu'on parle un peu de personnalisation de masse. Donc c'est quoi les points principaux, les préoccupations principales qu'on connaît des utilisateurs, puis de là on va essayer de les guider pour y répondre, et en fait que ce soit un échange, donc l'utilisateur qui présente c'est quoi ses préoccupations, qu'est-ce qu'il y a, mais aussi qu'on arrive avec des informations qui sont beaucoup plus personnalisées selon lui en fonction de ses réponses, puis des données au final qu'on collecte, puisque quand il se connecte sur un site internet, on peut avoir ces données de base, sa transaction qui a été faite, etc., mais aussi c'est quoi les pages qu'il a visitées, c'est quoi ses plus grosses préoccupations, puis de là rebondir dessus et réagir. Après, c'est aussi à double tranchant puisqu'on ne veut pas utiliser trop de données. C'est vrai qu'il faut qu'on soit aussi complètement transparent dessus, mais c'est là où c'est pour créer un échange puis une conversation au final, faut qu'on puisse répondre sur qu'est-ce qu'a dit et et en quoi l'utilisateur, par quoi il est concerné. Parce que ça amène la question que tu as adressée aussi dans ton étude, dans ta maîtrise, c'est la confiance qu'on accorde à la machine à travers ça. Comment on établit cette relation de confiance-là? On ne veut pas. Je sais pas où toi t'en es rendu dans tes conclusions, mais est-ce que on veut parler à un robot et savoir que c'est un robot, ou on veut simuler que c'est un humain qui nous parle? Comment on établit cette confiance-là entre l'entreprise et entre la marque et l'humain qui veut interagir avec elle? Ça je trouve ça encore très compliqué aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore ni la balance ni l'équilibre. Puis c'est sûr qu'entre les deux interfaces, c'est très différent. Donc, je vais peut-être commencer avec l'interface vocale, où là, les interfaces vocales aujourd'hui sont presque trop humaines, puisque c'est la même tonalité, puis il y a des émotions qui sont transmises, etc. Donc, il y a un manque de transparence. Puis surtout, quand on pose une question à l'interface vocale, on n'a qu'une seule réponse. On n'a pas un choix de réponse. On a la réponse qui est comme directe. Et souvent, on se pose la question comment elle est arrivée à cette conclusion, etc. Tandis que sur un chatbot, on va voir par moment les 3 petits points qui s'écrivent. Donc, on se dit qu'il y a des étapes. Il y a aussi plusieurs questions, plusieurs positions qui sont demandées et finalement un choix qui est demandé à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va faire un peu plus confiance à un chatbot, à un chat plutôt qu'une interface vocale, puisqu'il y a une plus grosse
pas forcément appréhension, mais l'utilisateur va percevoir l'interface de chat plus comme étant un robot et non pas comme étant un humain, mais en même temps c'est à la limite puisque ça fait une conversation par la suite, mais il y a quand même cette différence. Oui, puis on l'a vu aussi, en fait, cette différence-là va commencer à s'atténuer un peu jusqu'à devenir quasi problématique. On l'a vu dans le keynote de Google au printemps 2019, où à un moment donné, l'interface vocale, prenant un rendez-vous avec un client pour sa cliente, a lancé une espèce d'affirmation non verbalisée, mais qui était un petit peu l'équivalent des 3 petits points dont tu parlais tout à l'heure, qui est complètement fascinant. Mais c'est la prochaine étape, là, finalement. On s'en va vers ça aussi. Moi, je trouverais ça vraiment le fun qu'on s'en aille vers ça. Après, c'est vrai que il n'y a pas la transparence, on ne sait pas ce qui se passe. Puis finalement, c'est comme trop humain, donc c'est à la limite où on préfère revenir en arrière puis directement appeler quelqu'un. On en est là, donc on en est à se poser la question actuellement, est-ce qu'on simule complètement ou est-ce qu'on avoue complètement qu'on est un robot et qu'on peut pas donner toutes les réponses exactes? C'est ça. Oui, on est vraiment entre les deux. Puis après, c'est vrai que l'humain en tant que tel, il a besoin d'être entouré par sa famille, mais il a aussi besoin d'avoir ses secrets. Puis il a besoin d'avoir confiance finalement dans l'autre interface. Puis là, c'est quelque chose qui est pas forcément possible. Comment je fais pour articuler tout ça en fait d'une marque ou même une petite marque, un commerce sur la rue Sainte-Catherine peut répondre à des questions, mais peut aussi débroussailler beaucoup de choses avec un clavardage. Comment tu prends cette équation-là avec un client ou avec quelqu'un? Ouais. Alors, moi, je pense que les bots et finalement le centre d'appel sont extrêmement complémentaires puisque l'objectif des bots est aucunement de remplacer l'humain puis les centres d'appel puisque souvent il y a des questions qui peuvent pas être répondues par des bots puis c'est aussi là leur limite en termes de réponse puis ça s'adapte pas forcément à tous les cas de figure possibles. Donc, je dirais que vraiment un bot est là pour répondre aux questions principales de base. Donc, dans les sites de e-commerce, les transactions, où est ma transaction, comment peuvent se passer les retours, etc. Mais aussi aller chercher pour leur proposer une expérience pour les aiguiller dans leur cheminement pour acheter un produit spécifique et pour être sûr que c'est le bon produit au bon moment. Et si jamais ils ont des questions beaucoup plus poussées, je pense que l'humain peut intervenir juste après. Donc avec les données qui ont été collectées sur le bot, pouvoir lui partager, qu'il comprenne directement à qui il a affaire sans perdre du temps au final au consommateur, mais en lui apportant cette valeur ajoutée qui est unique à l'humain. Et est-ce qu'on peut mesurer à ce moment-là l'influence que ça a sur nos ventes? Si je suis un commerçant, je suis capable de dire cette chose-là, ce robot-là qui est complémentaire à mon système de commerce électronique peut faire augmenter mes ventes? Il y a vraiment une incidence? Oui, après, donc là, c'est peut-être un peu plus spécifique à mon expérience chez Automate, mais clairement, ce qu'on prouve avec nos différents clients, c'est qu'il y a une augmentation des ventes de manière générale, une augmentation de toutes les métriques de e-commerce. Puis pour ce faire, il suffit de faire la comparaison entre les utilisateurs qui ont parlé avec le bot, comparé avec les utilisateurs qui au final n'ont pas parlé avec le bot et qui de temps en temps vont se bloquer à un achat parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou sur un produit spécifique, ils sont pas sûrs si ce produit va réellement répondre à leurs besoins et du coup vont tout arrêter comme transaction et c'est là où le bot va intervenir pour confirmer ce choix ou au contraire les aiguiller autre part. Puis on a vu aussi des complémentarités où quand le robot ne s'en sort plus, il y a un humain qui peut prendre la relève. On vous appelle ou carrément on parle à travers l'interface du site web. C'est-tu des choses que toi t'as croisé ou t'as étudié dans ton mémoire de maîtrise? Est-ce que c'est des choses que tu recommandes aussi, ça, cette complémentarité entre tous les services? Alors, propre à mon mémoire de maîtrise, j'ai vraiment regardé la différence entre les deux. Comment finalement on pouvait passer d'une technologie où il y avait que l'humain puis où il y avait qu'un robot, mais c'est finalement qu'un bot. Mais moi après dans ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une énorme complémentarité puisque on a beau personnaliser tout ce qu'on veut, au bout d'un moment on n'est pas dans une technologie qui nous permet de vraiment complètement donner une expérience unique à chaque utilisateur. Puis à un moment donné, on a toujours comme un blocage et c'est là où finalement l'humain va être utile. Pour ce genre de choses. Après, donc du coup, dans le cadre de ma maîtrise, j'avais fait une expérience avec des utilisateurs qui engageaient soit qu'avec un chat ou soit qu'avec un bot vocal pour essayer de comprendre si en termes d'engagement vraiment il y avait des différences. Puis c'était avec différentes sous-catégories d'engagement et de manière générale, donc c'était vraiment aussi un segment, je pense, très spécifique puisque c'était des personnes qui connaissaient ces technologies et qui n'étaient pas non plus complètement novices parce qu'il y a aussi un travail d'éducation, surtout avec les interfaces vocales. Puis, de manière générale, il y a un impact plus positif sur les interfaces de chat, mais en même temps, la voix permet aussi une temporalité qu'on n'a pas forcément, puisqu'on peut s'inscrire dans une sorte de routine.
On peut demander tous les jours, on peut avoir tous les jours une discussion sur l'actualité, sur les nouveautés en appelant à Google Assistant ou Alexa. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec un chat où c'est beaucoup plus, on arrive, on a une action, on a la réponse à notre problème, puis on va passer comme à autre chose. Donc tu vois, à travers cette étude-là, tu as vu également le côté temporel, comme tu dis, le fait qu'une interface vocale, effectivement, pour une marque, peut devenir un engagement qui est quotidien, là où un clavardage va peut-être aider un commerce électronique. Après, c'est sûr qu'une interface de chat, je pense que c'est un moyen extrêmement rapide et simple pour une entreprise de mettre finalement sa relation avec son consommateur à un autre niveau, puisque c'est facile à implémenter, puis on peut facilement automatiser un grand nombre de choses. Mais je pense que là où il y a le plus de potentiel, c'est vraiment les interfaces vocales, parce que c'est complètement sous-utilisé aujourd'hui. Puis quand on regarde le développement de certains portables, de certains ordinateurs, etc., qui s'en viennent, ça devrait jouer un rôle majeur. Donc je pense qu'il y a un tapis rouge dessus. Charlotte Guessman, j'aimerais te remercier pour cette entrevue. Merci beaucoup à toi. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, un de vos abonnés sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous les invitez à aller écouter Mon Carnet sur une des plateformes de distribution des podcasts, ou sinon, vous les invitez à venir faire un tour sur mon blog. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore le blog. Je vous rappelle l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien. Une production GoulielMinetti.com